Salut à tous et à toutes, c'est Fernand. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo Supergirl. Ça fait ultra longtemps que j'ai pas parlé de Supergirl et la dernière fois que j'avais parlé de Supergirl, je parlais des audiences pour la saison 4 qui allait être catastrophique. Ça n'a pas réellement été le cas, mes prédictions étaient mauvaises, mais il y a quand même eu une chute d'audience par rapport à la saison 3. Voilà. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est une vidéo complètement contraire à une vidéo que j'avais faite sur Supergirl qui s'appelle Pourquoi Supergirl c'est bien. Je crois que c'est un truc comme ça. Et bah là c'est une vidéo complètement contraire, mais c'est pas pourquoi Supergirl c'est pas bien, c'est plutôt pourquoi la saison 5 de Supergirl est pas bien. Je sais pas si elle va vraiment s'appeler comme ça, je ne sais même pas comment je vais l'appeler, mais en tout cas ça va pas être une vidéo qui va mettre en valeur en bien la série Supergirl, ou en tout cas la saison 5 de Supergirl. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et ça fait du bien de retourner sur ce canapé pour parler de Supergirl. Et enfin sur ce canapé, j'ai changé de canapé entre temps, mais ça on s'en fout. C'est une vidéo en 3 parties, enfin la vidéo ne va pas se séparer, hein. Il va pas avoir 3 vidéos sur la chaîne, non, c'est une vidéo entière qui va durer longtemps, je pense que vous l'avez vu, qui va durer longtemps. Dont je vais traiter de 3 parties, donc une première partie où je vais parler de avant la crise, avant le crossover, donc Crisis on Infinite Earth. Ensuite je vais parler du crossover, parce qu'il faut en parler, faut passer par le crossover pour parler de la suite ensuite. Et ensuite en troisième partie on va parler de l'après-crise, voilà, les conséquences que la crise a eu en bien ou en mal. Voilà. Avant tout, puisque je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps sur Supergirl, mon petit avis sur la saison 4 vite fait, je l'ai déjà mis sur Instagram, mais je vais quand même vous le dire, là, parce que bah on n'est pas sur Instagram. Donc, je trouve la saison 4 de Supergirl osef, vraiment osef. Elle est pas mauvaise, elle est pas nulle à chier, ça c'est sûr. Elle a des trucs bien, mais elle a aussi beaucoup de défauts et on commence à ressentir vraiment une baisse de qualité. Voilà, on commence à la ressentir et on arrive justement à cette saison 5. Voilà, je vous resitue directement, j'adore Supergirl, enfin en tout cas j'adore la saison 2 et la saison 3, la saison 1 je la trouve médiocre, la saison 2 je la trouve géniale et la saison 3 encore plus géniale. C'est pour moi la saison 3 de Supergirl, c'est la meilleure de tout le Arrowverse, donc on est vraiment sur de la qualité. Et la saison 4, osef. Voilà. Et là, la saison 5, je me situe plutôt dans un mood où je commence à être vraiment vénère envers les scénaristes et la CW pour faire de la merde comme ça là. Je vous le dis, la saison 5 de Supergirl est merdique. Ça aurait été après à la première partie de la saison qui est passée, hein, du coup, j'aurais plutôt dit que la saison 1 était toujours plus mauvaise, mais là maintenant je suis sûr et certain que la saison 5 c'est la pire saison de Supergirl qu'on ait vue. Voilà, déjà. Voilà, bref, on va commencer maintenant la vidéo, vraiment la vidéo, avec la première partie, c'est-à-dire l'avant-crise. L'avant-crise de Supergirl, donc c'est-à-dire la saison 5 de Supergirl, de l'épisode 1 à l'épisode 9. 9, oui c'est ça, 9. Enfin non, à l'épisode 8, parce que l'épisode 9 justement c'est l'épisode du crossover qu'on parlera du coup dans la deuxième partie. Qui est aussi en fait la première partie de la saison du coup. C'est comme ça que la CW... c'est la logique de la CW. Au bout de 9 épisodes, bah, c'est la première partie d'une saison. Bref, on s'en fout de ça. Donc, on a commencé avec un premier épisode dont je n'étais pas du tout hypé après une saison 4, comme je l'ai dit, osef. J'étais pas réellement hypé du retour de Supergirl. Et donc, on a commencé Supergirl déjà avec un nouveau générique dégueulasse. Dégueulasse, technologique, un truc comme ça, bizarre, bref. Ce générique pété. Qui évidemment signifie que Supergirl va, après une saison 4 qui critiquait le racisme, bon, le racisme de façon différente, mais ça critiquait quand même le racisme. Là, ça critiquait le racisme envers les aliens, mais bon, hein, on a compris le parallèle. Bref. Et là, la saison 5 se met à critiquer la technologie. Ce qui est complètement débile.
Déjà, qui va regarder Supergirl pour avoir une critique de la technologie? Qui? Sérieusement? C'est quoi? Mais les scénaristes, vous êtes des boomers ou quoi? Mais pourquoi vous faites ça? Enfin, les scénaristes n'ont plus d'idées de toute façon. Voilà, les scénaristes n'ont plus d'idées. Ils ne savent plus du tout quoi faire avec la série. Après, déjà, ça se ressentait dans la saison 4. Ils ont ramené Lex Luthor comme ça. Et voilà, hein, pour te faire le grand big boss de la série, alors qu'il y avait déjà Agent Liberty qui était un très bon méchant. Mais qui est du coup passé au second plan quand Lex Luthor est arrivé. C'était débile. C'était débile, voilà. Et voilà, maintenant on est sur une critique de la technologie parce que les scénaristes ont dit allons-y, qui est complètement con parce que la CW diffuse les épisodes de Supergirl sur la télé. La télé fait partie de la technologie et en plus de ça, il diffuse sur ensuite une appli. Ils mettent en replay Supergirl sur une appli, sur une application qu'il faut évidemment acheter. Voilà, et après ça ose critiquer le fait que, oulala, les jeunes trop dépendants de la technologie, oh, fou. Voilà, bon, après ça c'est vraiment une critique qui est vraiment très présente dans le premier épisode de Supergirl, hein, c'est vraiment ça. Non, après c'est que le premier épisode qui critique, et ensuite ça s'est calmé sur les autres épisodes, mais quand même, c'était d'une débilité là. Après il y avait un truc que je trouvais assez intéressant dans cet épisode 1 pour pas que défoncer cet épisode, c'était vraiment le fait je suis puta-like, enfin oui parce que Catco du coup qui a été racheté par Lena Luthor, non, Lena Luthor elle a racheté Catco à Andrea Rojas et qui est une puta-like qui fait des trucs que pour les likes, voilà. Catco, maintenant c'est un truc, il faut faire des likes, donc il faut être évidemment de l'avis de la population ou des grands politiciens pour les likes. Donc en gros, quand Kara va vouloir dénoncer des trucs, Andrea va faire bah non, bah non, ça va me faire perdre des abonnés. C'est bien dénoncer le racisme dans Supergirl, dénoncer les anti-LGBT, les critiques sur les LGBT, même si des fois c'est trop forcé, on va en reparler dans cette vidéo d'ailleurs. Des fois c'est trop forcé, mais ça va. Ça va. C'est des trucs que tu peux balancer dans Supergirl. Là tu critiques la technologie, sérieusement, mais qui s'en fout? Tout le monde s'en fout. Et puis du coup ça montre vraiment que les scénaristes ont perdu leur talent, ils sont devenus incompétents, ils ne savent plus quoi faire, ils sont perdus, ils ont perdu leur talent, et littéralement ils ont vraiment perdu leur talent, ils savent même plus écrire des bons personnages, ils savent plus écrire leurs personnages. Et transition toute bien trouvée pour parler des nouveaux personnages. La saison 4 nous avait présenté Nyanal, un personnage transgenre. Voilà, c'est comme ça qu'on va la définir. Hein. Non, Nyanal était sympathique. C'est un très bon personnage à mon goût. Voilà, c'est un des points forts de cette saison 4. Dans cette saison 5, nous avons deux nouveaux personnages. Donc nous avons Andrea Rojas, donc la nouvelle patronne de Catco Worldwide Media, qui est une ex-amie de... pas une ex-petite amie, une ex-amie de Lena Luthor. Et puis Lena Luthor, elle a arrêté d'être amie avec elle parce que trahison, un truc comme ça. Donc Andrea Rojas, qui a une histoire qui aurait pu avoir une histoire sympathique, mais on s'en fout un peu en fait. On s'en fout de ces personnages. Et William Day, un journaliste venu de Londres qui... il est là. On sait pas pourquoi il est là, mais il est là. Il est à Catco, voilà, on s'en fout, dans la première partie de la saison, on sait qu'il est là parce que Andrea Rojas est sorti avec un de ses potes, et un de ses potes a disparu, nanana, il y a toute une histoire, mais... on s'en fout de lui, mais clairement... On peut pas s'attacher à lui parce qu'il y a aucune écriture sur ce personnage, il ne sert à rien. Et cette première partie de saison met en place beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup trop d'intrigues.
Il y a beaucoup trop d'intrigues. Il y a tellement d'intrigues qu'il y a une intrigue, je pensais qu'elle était dans la saison 4. Tellement il y en a tellement. Il y a bah déjà la première intrigue. La première intrigue, c'est Lena Luthor qui se sent trahie par Kara parce que elle a appris que par son frère dans le dernier épisode de la saison que Kara était Supergirl. Donc du coup, elle en veut à Kara de ne pas lui avoir dit. Et du coup, bah, elle devient méchante. J'ai pas envie de la traiter de méchante parce que bah, je l'aime bien Lena. J'aime bien cette amitié entre Kara et Lena. Mais les scénaristes, après dans la dernière saison avoir fracassé la relation Sisters Danvers pendant quelques épisodes, et bah dans cette saison les scénaristes se sont dit qu'est-ce qu'on n'a pas cassé? On a cassé Sandvers, donc Maggie et Alex. On a cassé Caramel, donc Kara et Mon-El. Qu'est-ce qu'on n'a pas cassé? Oh, bah, Supercorp. Ça fait mal. Enfin, moi je suis pas en Supercorp, mais j'y tiens quand même à cette amitié Kara et Lena. C'était sympa. C'était une bonne amitié. Deuxième intrigue, il y a une intrigue avec le frère de John. Il y a ensuite la troisième intrigue, l'intrigue technologie, voilà, l'intrigue de la technologie qui est vite fait, hein, qui est vite fait et qui est liée avec une quatrième intrigue, enfin qui n'était pas encore liée, hein, mais qui s'est liée au fur et à mesure de la saison, qui est liée avec Leviathan, le nouveau méchant de la série, le nouveau bad guy, le nouveau bad guy de la série. Je peux même pas vous dire qui c'est parce que même moi je ne comprends pas encore qui il est. C'est censé être un dieu je crois qui est venu qui doit arranger la terre et tout en la détruisant. En créant une fin du monde. Comme ils avaient fait pour les dinosaures. Sauf que ils ont mis beaucoup de temps je trouve à agir quand même. Enfin je sais pas. Pourquoi ils n'ont pas agi directement après la saison 1 avec Myriam qui s'est mis en place et tout ce bordel? Pourquoi pas après la saison 2 et l'attaque de Daxam? Pourquoi pas après la saison 3 et tu sais qu'il y a des Kryptoniens qui peuvent être méchants genre Reign? Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant tu décides de te dire ah c'est quand même la merde sur Terre hein? Ouais, c'est la merde. Faut arranger ça, faut faire un coup comme on avait fait avec les dinosaures. Et enfin, cette première partie de la saison, qui est censée être l'avant-crise, enfin, tu sais qu'il va y avoir la crise qui va arriver, et qui va avoir un impact majeur sur la saison, sachant que c'est censé être le plus gros crossover de la reverse, donc il va avoir évidemment des événements, et du coup des impacts sur la suite. Le problème, c'est que les scénaristes de Supergirl s'en battent les couilles, et que eux, ils décident de teaser la crise à l'avant-dernier épisode, au dernier épisode, avant la crise. C'est-à-dire à l'épisode 8. Avec un truc avec une sorte de vision de John, je m'en souviens même plus à quel point ça m'a marqué, ce tease. Voilà, on n'a même pas eu de tease. Au début je pensais que Leviathan était lié à la crise. Pas du tout. D'ailleurs, en plus c'est Monitor qui a fait venir le frère de John. Ouais, je comprends pas moi. C'est le Monitor qui a fait venir le frère de John, mais le frère de John n'a servi à rien pendant la crise. Ouais bref, voilà. Le tease pour la crise est nul à chier. Voilà. Est nul à chier et il n'y a presque pas de tease en fait. Ce qui est décevant parce que c'est quand même... La crise a quand même un putain d'impact sur la saison. Voilà. Voilà, on a fini pour la première partie. C'était déjà bien long, hein. Je le sais, c'était long. C'était long, mais c'est déjà beaucoup de choses qui vont pas. Ensuite, pour cette deuxième partie, nous allons parler de Crisis on Infinite Earth. Parce que je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler pour en arriver ensuite à la pré-saison qui a été impactée du coup. Crisis on Infinite Earth. Ce crossover que j'attendais, hein, évidemment que j'attendais, que je pensais allait être plus encore mieux que
que la Crisis on Earth X, pas du tout. La crise, enfin en tout cas le crossover est décevant. Il est ultra décevant. Déjà, il est décevant parce que tout est ultra prévisible. Tout est ultra prévisible parce que tu as vu Infinity War et Endgame avant. Et ce crossover est plagiat de Infinity War et Endgame. Je m'explique. Enfin, c'est pas forcément le crossover qui est forcément plagiat, c'est à peu près tous les événements qui teasaient la crise avant. Et puis bah évidemment bah, le crossover. Donc du coup, on va revenir à Flash saison 6. Je suis obligé d'en parler, je suis obligé de divaguer sur Flash. Donc, Flash saison 6 c'est une des séries avec Arrow saison 8. Surtout Arrow saison 8 qui tease beaucoup la crise parce que bah la saison 8 d'Arrow est ultra liée avec la crise. Donc ça ne fait que teaser la crise. Enfin, ça ne fait pas que ça, hein, ça développe aussi les personnages. La saison 8 de Arrow est incroyable. Allez la voir. Dernière saison de Arrow, c'est une pépite. J'ai pleuré beaucoup de fois. Beaucoup trop de fois. Ensuite, on a The Flash saison 6 qui est Osef à mort, mais qui est incroyable quand il tease la crise. C'est dire quand même. Les teases, enfin en tout cas, les teases de la crise sont mieux que la crise en elle-même. Voilà. Donc The Flash saison 6 tease la crise et il y a un épisode qui s'appelle The Last Temptation of Barry Allen Part 1 parce que la partie 2, il y a une deuxième partie, la partie 2 n'a rien à voir avec elle. Enfin, je suis un peu, mais un tout petit peu. En tout cas, cette partie 1 est liée à la crise. Parce que Barry tente de savoir comment bah, il peut vaincre cette crise en survivant. Et parce que avant, dans un autre épisode, je me souviens plus lequel par contre, dans un autre épisode, il avait vu des milliers de futurs, enfin des millions même, de différents futurs sur la crise et dans combien de futurs il gagnait. Et dans chaque futur où il gagnait, Flash devait se sacrifier, devait mourir pour qu'il gagne. Évidemment, Barry pas trop chaud de quitter tous ses amis, Iris, sa femme, et bah la Terre, perd son héros et tout. Il est pas trop chaud, il essaie de trouver une solution. Bon, blamment, il commence à perdre espoir. Hein. Il sait que c'est fini et qu'il est obligé de se sacrifier. Voilà. Bref, je pense que si vous avez vu Infinity War, vous savez tous que Doctor Strange aussi a vu plusieurs futurs différents et que nanana, et qu'il y a qu'une où il gagne, et etc. etc. The Flash, c'est Doctor Strange. Voilà. Déjà, c'est le premier élément qui m'a fait dire ok, le truc ça va être Infinity War et Endgame. Et devinez quoi? Bah oui. Il y a une première partie à la crise, donc les 3 premiers épisodes, donc Supergirl, Batwoman et Flash. Et ensuite les 2 autres c'est Arrow et Legend of Tomorrow. L'épisode de crossover de Legend of Tomorrow, on va l'éliminer direct parce qu'il est Osef et il est inutile en fait. Il est inutile, enfin bref, inutile pas trop mais quand même, clairement ça aurait pu se terminer sur la partie Arrow. Bref. Ensuite, donc on a l'épisode de Supergirl. Déjà, le truc qui m'avait assez surpris, c'est le fait qu'il tue Arrow dans cet épisode. C'est inadmissible de tuer Arrow dans cet épisode, dans Supergirl. Ça, c'est ce que je m'étais dit. Hein. J'allais gueuler dessus si Arrow n'allait pas revivre en tant que spectre. Donc, évidemment, à la fin de ces 3 épisodes, cette première partie de crossover, les gentils perdent. Est-ce que c'était pas prévisible? Pas du tout. Il y avait de base entre les 2 parties du crossover, il y a un gros trou. Parce que les 3 premières parties du crossover, ils sont arrivés en décembre. Le problème, c'est qu'ensuite, il vient les périodes de Noël où la CW fait une pause. Il fait une pause sur ses séries, les séries stop.
Et ensuite, on a dû attendre jusqu'en milieu janvier pour avoir les deux autres parties. Tout le monde évidemment s'en doutait qu'il y allait avoir à la fin un putain de cliffhanger qui allait ressembler à Infinity War, évidemment. Et ensuite, Endgame. Endgame, le plagiat de Endgame, enfin bah le retour à la normale et la mort d'un personnage vraiment très principal dans le Arrowverse. Évidemment, tout le monde sait que c'est Arrow. Mort de Arrow, reconstruction du multivers, etc., etc. Ensuite, dans ce cas-là, c'est pas réellement très grave. Mais il y a vraiment un problème sur le fait qu'il n'y a pas assez d'émotions. Il n'y a pas assez d'émotions, et par exemple, la mort de Arrow, je n'ai même pas réussi à chialer. C'est fou de faire ça. C'est fou. C'est fou. 8 ans. Non, ça c'est 3. 8 ans. 8 ans que je suis tout cet univers. Et le crossover ne me fait même pas chialer. Le crossover qui tue son personnage. Son personnage principal. Même pas. Heureusement que la suite de la saison 8 de Arrow a réussi à rendre la mort de Oliver triste. Et a réussi à me faire chialer. Parce que là, c'est pas possible. Excuse-moi, Endgame a réussi à me faire chialer avec la mort de Tony Stark. Tu veux faire une sorte tu veux faire un truc à la Endgame. Tu tues ton personnage principal, enfin en tout cas ton personnage le plus iconique. Et tu... Non. Même pas. Non, non, pas assez d'émotion. Pas assez d'émotion, et je vais vous dire pourquoi il n'y a pas assez d'émotion. Parce que ce crossover veut aller beaucoup trop vite. Il veut aller trop vite, il y a beaucoup trop d'événements qui se passent en même temps. C'est beaucoup trop bordélique. Ça va beaucoup trop vite. Et ça veut aller beaucoup trop vite parce qu'il n'a pas le choix. Parce que la plupart du temps, quand ça veut... Le crossover veut aller trop vite parce qu'il n'a pas le choix, parce que le crossover passe trop de temps aussi à faire du fanservice. Alors c'est sympa, il nous montre les autres terres qu'on connaissait pas et tout, mais avec des références, le fanservice à tout bout de champ, c'est chiant. C'est chiant. C'est sympa, mais c'est chiant, parce que du coup tu perds trop de temps, et du coup bah là, ça doit aller... Allez, on y va. Oh, la mort d'Arrow. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Ils feront mieux dans sa saison, là, on s'en fout, là, clairement non. Voilà, pas assez d'émotion, ça veut aller trop vite. Le crossover est largement moins bien que Crisis on Earth X ou Elseworlds. C'était de très bons crossovers qui... Voilà, et bah celui-là... Non, ils ont pas réussi à... Je me souviens que vous me l'avez dit. Le nom de ma mère est Sandrine. Pardon Google, mais ta gueule. Voilà, maintenant on va pouvoir revenir à notre Supergirl adorée. Et voilà, on vient à la dernière partie de cette vidéo, l'après-crise. Et il y en a des choses à dire, il y en a plus à dire. Là, je vous le dis, là, je vais balancer toute ma haine. C'est mauvais déjà parce que les scénaristes, ils sont perdus, ils ne savent vraiment plus quoi faire. Alors, déjà, avant la crise, ils ne savaient pas quoi faire, mais la crise, alors là, mais ils ont dû avoir une réunion où ils étaient en panique. Et parce que du coup, un des impacts de cette crise, c'est le fait qu'un multivers soit créé et que les terres de Supergirl, Black Lightning se retrouvent sur Terre 1. C'est une terre mélangée qu'ils ont nommée du coup Terre Prime. Mais du coup, c'est le gros bordel. Les scénaristes, ils ne savent plus comment faire. Ils savent plus du tout comment faire avec leurs intrigues. Donc, Lena, bah, elle a retrouvé la mémoire. On sait pas comment, on sait pas comment, mais je crois que c'est John qui lui a fait retrouver la mémoire, un truc comme ça. Ce qui est complètement con, hein, parce que du coup, Lena, bah, et Kara, ils auraient pu se rentendre, mais bon. Donc, ils ne savent plus du tout quoi faire. Évidemment, les intrigues, bah, du coup, ils passent un peu à la trappe, sauf l'intrigue Lena contre Supergirl, parce que ça, pour casser des relations, ah bah ça, ils savent faire, hein, les scénaristes. Ensuite, bah, du coup, on n'avance plus dans l'intrigue principale, donc on n'avance plus du tout. Il y a beaucoup trop d'épisodes inutiles.
Comme l'épisode sur Brainiac 5. Sur Brainiac 5, où il y a plusieurs Brainiac 5 et tout. C'est complètement débile. D'ailleurs, on va parler de Brainiac 5 aussi. Là, on va parler de Brainiac 5. Dans la saison 4, ça va. J'ai réussi à m'attacher à lui. D'ailleurs. Parce que dans la saison 3, je n'aimais pas Brainiac 5. Je l'aimais pas. Et dans la saison 4, j'ai réussi à m'attacher à lui parce qu'en fait, il s'est pas réellement révélé comme être le remplaçant de Winn. Il s'est pas révélé comme. Mais dans cette saison 5, ils en font n'importe quoi de ce personnage. C'est un personnage qui est censé être ultra intelligent et là d'un coup il se fait manipuler par Lex Luthor qui oui, qui a été ramené à la vie évidemment. Il a été ramené à la vie par le Moniteur parce que le Moniteur est ultra intelligent. Il ramène à la vie des méchants. Donc du coup, Lex Luthor qui nous avait déjà fait chier en prenant la place du grand méchant dans la saison 4, et bah il revient dans cette saison 5 pour reprendre la place du grand méchant à mon avis, c'est sûr. Mais là dans cette saison 5 ça va pas trop me déranger sachant que le grand méchant est inexistant encore. Je ne sais même plus, Léviathan, c'est Léviathan le grand méchant, je sais plus, ça c'est du n'importe quoi, ça nous explique même pas qui est le grand méchant, je ne comprends pas les motivations du grand méchant, je ne comprends pas ses motivations, je sais pas qui il est, je ne sais pas son histoire, je ne... C'est Léviathan ou pas, je sais plus, je suis perdu. Bon bref, là je divague, hein, je devais parler de Brainiac de base. Donc Brainiac 5, c'est un des Brainiac dit associe-toi à Lex Luthor pour combattre Léviathan. C'est important. Sauf que bah c'est Brainiac 5 et il doit s'associer à Lex Luthor. Il y a déjà un problème là-dedans. Parce que bah, quand même, il s'est analysé les trucs, il s'est pas dit il y a 98% de chances que Lex Luthor fasse de la merde et qu'il détruise le monde ensuite. Après avoir détruit Léviathan, qu'il devienne Léviathan même. Carrément. Évidemment, mais non, les scénaristes sont cons, ils ne connaissent même plus leurs personnages. Donc du coup ils font de la merde. Ils font de la merde aussi avec du coup Lena Luthor qui elle aussi s'allie avec Lex Luthor. Parce que Lena Luthor du coup devient une vraie Luthor. Donc du coup une méchante comme une Luthor. On a parlé de Brainiac 5 et ensuite j'étais ça reste sur le fait qu'il y avait beaucoup trop d'épisodes inutiles. Donc encore des épisodes inutiles, les épisodes avec le retour de Winn. Oui, youpi, Winn est de retour, youpi, mais sauf que c'est inutile. Je suis content de voir Winn, évidemment que je suis content de voir Winn, mais les 2 épisodes avec lui, enfin 3, mais l'épisode 13 je le compte pas comme un mauvais épisode parce qu'il fait avancer la saison, c'est l'épisode 100, donc il y a pas mal de caméos sympas, retour de Mon-El, donc c'est évidemment bien, et bah, c'est le meilleur épisode de la saison. Mais il est pas excellent pour autant, hein. C'est pas un épisode excellent, c'est le meilleur de la saison, c'est juste le plus qualitatif. Bref, en tout cas, oui, les 2 autres épisodes avec Winn, c'est des épisodes centrés sur Winn, mais le mec il est parti. Qu'est-ce que tu veux continuer à développer ce personnage alors qu'il s'est cassé? Alors c'est cool, on apprend qu'il a une fille et une femme, c'est trop cool, je suis ultra content pour lui, mais putain, mais sérieusement. Son père est un connard et vous l'obligez vraiment à pardonner son père, là? Bref, c'est des épisodes qui développent Winn qui sont inutiles. Voilà, bah du coup j'en ai déjà parlé, de l'intrigue principale qui est incompréhensible, parce que pas expliquée. Oui, voilà. On sait plus qui sont les vrais méchants, mais ça j'ai déjà dit du coup en divaguant complètement. Vous avez compris que l'intrigue principale était complètement... bâclé, on sait plus ce qui se passe, on sait même pas comment les méchants vont détruire le monde, je sais plus, parce que dans la première partie de la saison, du coup, qui se passait sur la terre respective de Supergirl, les méchants voulaient détruire la terre, comme ils ont fait avec les dinosaures, donc avec volcans, séismes, etc., etc. Mais dans celle-là, enfin je sais pas si c'est Léviathan, mais ça a l'air de se passer avec la technologie. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'intrigue critique technologie et méchant, c'est lié ensemble. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça au début. Là, on rentre dans du lourd, dans de la bonne critique sa mère, parce qu'on va parler de la nouvelle relation amoureuse de Kara Danvers. Vous savez que je suis un grand fan de Caramel et de Melwood même en général, qui est c'est les acteurs qui jouent Kara et Mon-El qui sont ensemble dans la vraie vie. Toujours, ils vont avoir un bébé, je suis super content pour eux, ils se sont mariés, je suis super content pour eux. Voilà.
Mais en tout cas, c'est pas une raison pour que Kara ne soit pas amoureuse, c'est pas du tout ça que je vais citer, non non non. Un des problèmes que j'ai avec la saison 4 et cette saison 5, c'est que il y a presque aucune référence à Monel, mais c'est fou quand même, Monel a quand même été l'amour de la vie de Kara, le grand amour, ça a été un grand amour. Tellement qu'elle a eu vraiment du mal à s'en remettre au début de la saison 3 du fait que Monel soit parti dans l'espace et que Monel soit avec Imra ensuite quand il est de retour. Pourtant, à la fin de la saison 3, il donne une bague à Kara, hein, pas une bague de mariage, j'aurais aimé mais non, une bague de la Légion, et on ne la reverra plus jamais cette bague. Je ne sais plus où elle est. D'ailleurs, dans la saison 4, où je sais plus si c'est le début de la saison 5, Brainiac 5 à un moment perd sa bague. Là, ça aurait été le parfait moment pour dire « Oh mais t'inquiète pas, Monel m'en a donné une !» Mais non, aucune référence à Monel, à part évidemment dans l'épisode 100, mais ça c'est un peu parce que les scénaristes se sont dit « Ouais, épisode 100, allez, on le remet, et puis bon, voilà quoi. » Oui, donc, ensuite on enchaîne là, on va parler de Wara. Voilà, donc je crois que c'est le nom que les fans de ce ship, comment ils arrivent, les fans de ce ship ont donné à Kara et William, c'est Wara. Donc William au début je pense que les scénaristes ils savaient pas quoi faire avec le personnage, du coup ils ont dit qu'il était marié. Puis ensuite je crois ils se sont dit d'un coup, ils ont eu un truc, ils ont fait eh, dans la saison 4, elle a pas eu petit copain, bah venez, on en fait un. Ah tiens, lui, allez, hop, parfait. Voilà, donc non, en fait, il n'est pas marié, c'était pour infiltrer Katko et... c'était pour infiltrer Katko et Andrea Roras, qui sortait avec son pote, parce qu'il a disparu et tout, il y avait une intrigue. Mais du coup, puisqu'on a changé de terre, bah tout ça, ça a disparu. Parce que, bah, Andrea Roras n'a... Ouais, je sais même plus. Elle a toujours ses pouvoirs, mais William n'a plus les mêmes motivations envers Andrea. C'est... Enfin, parce que après qu'il ait appris normalement que son pote était mort, quoi, et que c'est pas de la faute d'Andrea, bah, il aurait dû se recasser à Londres. Non, là, il est resté, et du coup, bah, sa raison de rester, c'est... Lex Luthor. Et oui, parce que tout le monde pense que Lex Luthor est un héros, et évidemment, pour le caser avec Kara, il faut le faire croire, il faut que ce soit une des seules personnes qui pense que Lex Luthor est méchant, avec les gentils qui ont toujours leur mémoire de sur l'autre terre. Bah, c'est con, parce que les scénaristes, en fait, ils arrivent pas enfin, ils savent que la plupart n'est pas attaché à ce couple. La plupart est Supercorp, la plupart est Caramel, enfin ceux qui restent encore. Mais d'ailleurs les gens qui sont attachés à Wara, mais comment vous faites déjà le nom Wara? Comment il vous est venu? On dirait du vomi. C'est vraiment le truc que tu prononces quand tu vomis. Tu fais Wara. Donc déjà nom de chip de merde, et en plus bah sérieusement ils ont aucune alchimie ensemble. Non mais Kara et William, même en tant qu'amis, je trouve qu'ils ont pas une bonne alchimie ensemble. C'était bien quand ils se détestaient dans le début de la saison. Là par contre, là d'un coup ça rendait plus réaliste. Je pense pas qu'il y ait un problème entre les acteurs Melissa et l'acteur qui joue William, hein, dont j'ai perdu le nom. Mais je pense pas qu'ils soient I'm your super friend. Je pense pas qu'ils sont ultra amis non plus. C'est pas les meilleurs amis du monde comme Melissa l'est avec je sais pas réellement prononcer son nom, donc j'ai peur de me faire engueuler. Donc du coup l'actrice qui joue Alex avec David Harwood, ou bien Jérémy oula putain j'allais dire Jérémy Renner, mais non c'est Jérémy Jordan, ou évidemment Chris Wood, mais eux ils sont en couple, donc c'est normal que l'alchimie était évidemment parfait dans la saison 2 et la saison 3, sachant que Baki s'aimait vraiment, donc voilà. Et du coup je pense que enfin c'est pas je pense, c'est l'alchimie entre William et Kara est nulle à chier, ça ne marche pas du tout entre eux, c'est forcé. Les scénaristes forcent vraiment pour nous faire attacher à eux, mais ça marche pas, parce que du coup ils font dire à Win
ça va marcher entre... Parce que du coup, ils font dire à Win, ouais, ça va marcher, ça va marcher entre vous, allez-y. Mais tu peux pas nous obliger à aimer parce que un personnage qui était de retour, qui a connu Monel et tout, est revenu et a dit vous avez une bonne alchimie, alors que le mec il connaît même pas William. Il l'a vu juste une fois et oh, pff, voilà quoi. Ouais, je cherche même pas à savoir si c'est un connard. Alors que James, hein, quand elle aimait James dans la saison 1, il a bien cherché à savoir si c'était un connard. Hein. Bon, c'est parce qu'il était amoureux de Kara aussi. Mais bon, voilà. Alors que Monel et Win, bah ils se connaissaient déjà, ils se connaissaient déjà, et bah ils étaient devenus potes quoi. Ils étaient devenus potes, ils avaient bu des verres ensemble et tout, bref, ils sont devenus potes. Contrairement à William où il ne connaissait pas, donc comment il peut dire « Wow, vous allez bien vous entendre ?» Non, tu peux pas nous faire dire comme ça tu peux pas nous faire dire aimer ce ship parce que Win l'a dit et qu'on aime Win. Ça marche pas. Donc non, c'est forcé, vous le forcez. Vous le forcez avec beaucoup trop de personnages, bref, vous forcez. Non, non, les scénaristes forcent trop. Le moment karaoké où ils chantent Africa de Toto, c'est forcé, c'est vraiment pour essayer de nous faire apprécier, mais leur alchimie ne marche pas. Ça sert à rien. Vous savez comment l'alchimie entre Monel et Kara marchait? C'est vraiment les yeux de Kara. Tu repères directement quand une alchimie gagne avec deux personnages, c'est les yeux de Melissa. Alors oui, là on peut sortir l'argument de bah ils étaient vraiment amoureux dans la vraie vie. Mais même avec James, je trouvais pas, enfin je m'étais pas attaché au couple. Mais il y avait une bonne alchimie entre eux. Et dans la scène de la saison 1 où Kara et James s'embrassent, enfin James il s'est fait posséder par Myriam à ce moment-là, mais s'embrasse, mais tu vois avant que Kara embrasse James, bah ce regard, tu vois, mais là on n'a pas du tout le même regard, là c'est Melissa qui sourit quoi, c'est juste ça, là. On a juste le magnifique sourire de Melissa, mais c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'alchimie entre eux, il n'y a rien qui me fait attacher à William. William, en plus, William ne sert à rien, il est inutile dans l'histoire. Il n'a aucune ambition, enfin, on sait que il n'aime pas Lex Luthor, mais il fout rien quoi, il est juste là pour être le love interest de Kara, et bah excuse-moi mais t'écris pas un personnage comme ça. Non, mais ça marche pas. Ça marche pas entre eux, y a rien. William est mal écrit, il ne sert à rien, il n'est pas attachant, on s'en fout de lui, il est juste là. Il est là. J'ai bien attaqué là, Wara, mais c'est vraiment, non, ça marche pas. C'est pas juste parce que je suis un caramel shipper, hein, c'est vraiment pas ça. Hein. Je préfère même voir Kara et Lena ensemble que voir ce couple, parce que Kara et Lena, il y a une bonne alchimie entre eux. Alors oui, ça serait forcé sur le truc LGBT et tout, sur le truc LGBT et tout, ouais, voilà, c'est aussi un autre point qui ne va pas dans cette saison 5, c'est que, et dans la saison 4 un tout petit peu, c'est le fait qu'il force trop le fait que la série soit LGBT, pro-LGBT. Alors, pas contre l'LGBT, hein, faut pas croire ça, d'ailleurs j'étais ultra attaché à Sandverse, donc Alex et Maggie. D'ailleurs, en parlant de relations, mais putain, je divague trop là, mais en parlant de relations, la nouvelle relation entre Alex et la sœur de James Olsen, je retiens jamais son nom. Ah, j'en ai marre de retenir jamais son nom. Bref, leur relation, pareil, marche pas. Marche pas. Pareil, pas d'alchimie. Les scénaristes ne savent plus écrire des relations amoureuses. Encore, je suis plus attaché. Encore, tu vois, la sœur de Jimmy Olsen, elle sert à quelque chose. Elle a une histoire et tout. Bref, voilà. Mais ça marche pas. On va repartir sur ce que j'allais dire, donc sur le fait que c'est beaucoup trop pro-LGBT et ça commence à devenir un problème. Tout va bien. Tout allait bien jusqu'à cet épisode sur les transgenres, et évidemment
il faut arrêter de traiter la communauté LGBT comme des victimes. Si vous continuez à traiter la communauté LGBT comme des victimes, même si c'est le cas, mais il faut arrêter. Il faut arrêter de faire passer cette communauté pour des victimes alors qu'il y a des gens qui peuvent être forts, ou même arrêtez de vous... Si vous êtes de la communauté LGBT, si vous êtes gay, transgenre, n'importe quelle connerie de ce truc, arrêtez de vous faire passer pour des victimes. Je sais que je sais que vous êtes minoritaire, que vous êtes pas forcément accepté par tout le monde, mais ne faites pas gaffe à ces gens. Tout simplement, ne faites pas gaffe aux gens qui n'acceptent pas votre genre, votre homosexualité, bisexualité. Bref, faites pas gaffe à ça. Je pense que vous devriez vous en foutre complètement de ces gens et de vivre votre vie. Même si vous êtes minoritaire, ne forcez surtout pas quelqu'un à devenir gay ou bi, un truc comme ça. Ça, c'est le pire truc à faire, mais je pense pas que vous le faites. Enfin, il y a forcément quelqu'un dans la communauté qui le fait, mais bon. Mais ne jamais forcer ça. Arrêtez de faire chier les gens avec le fait que vous soyez gay. Ne faites chier personne. Ne faites chier personne avec ça. Si vraiment si vous avez si vous rencontrez des anti-LGBT, bah oui, ça existe, comme il existe des racistes, mais comme il existe des racistes et tout, des racistes contre les blancs, parce que le racisme contre les blancs existe, faut arrêter de déconner quand même, les gens qui disent le racisme contre les blancs ça n'existe pas, on est une race nous aussi, donc évidemment qu'on nous déteste, donc du coup ça existe. Faut arrêter ces conneries de dire que nous ça n'existe. Ça paraît politique, ça passe pas. Bref, non mais l'épisode de Supergirl a un épisode pro transgenre là sur le coup. Nyanal qui est un personnage de base transgenre dans la saison 4 qui est arrivé, c'était très bien. Comment ils ont traité le personnage, c'est très bien parce que ils nous l'ont dit qu'elle est transgenre, mais ils en ont pas trop fait. Ils nous l'ont placé là comme ça dans une phrase et c'est tout pour nous l'informer, c'est tout. Bon, c'est vrai qu'il nous avait aussi teasé son personnage comme le personnage transgenre de la série. Voilà, mais après ils l'ont bien développé autour de ça. Et même, on s'en foutait. Il y a eu un épisode sur ça pour vraiment... quel impact ça a eu dans sa famille, qui était intéressant dans la saison 4. Voilà, Nyanal était franchement le personnage... C'est un très bon personnage transgenre. Et ils l'ont placé là, et voilà. Ils ont continué leur route. C'était parfait. Mais là, dans cet épisode, ça va pas. Parce que là, vous replacez Nyanal comme une victime. Il y a quelqu'un qui s'est attaqué à une transgenre, et Nyanal qui est transgenre, elle a fait lui je vais le retrouver et le tuer. Parce que j'en ai marre, moi, moi j'en ai marre des homophobes, des gens anti-LGBT, bref. Et tout. Alors, c'est inadmissible, hein, clairement, mais non, ça fait même pas avancer l'intrigue principale. C'est vraiment de quoi mettre. Allez, on est pro-LGBT, on l'a pas assez montré, on le remet, paf, une couche. Stop, et arrêtez de traiter les LGBT comme des victimes parce que ça commence à me péter les couilles. Et cet épisode m'a cassé les couilles parce que ça faisait passer encore la communauté LGBT pour des victimes, alors que bah, c'est pas forcément le cas. Et enfin, bon, je pense, dernière chose qui ne va pas dans cette série, je pense que cette vidéo est très longue. Kara, bah, même depuis la saison 4 en fait, Kara n'évolue plus. Il n'y a plus d'évolution de sa part. Depuis la saison 3 de Supergirl, je n'ai pas vu Kara évoluer. Elle n'évolue plus et dans cette saison, bah, dans la plupart des épisodes, elle est témoin.
dans la plupart des épisodes, et la plupart des épisodes qui sont inutiles. Par exemple, l'épisode pro-LGBT, elle est témoin de tout ça, de Nyanal qui veut tuer le mec qui est contre les transgenres et tout. Elle est témoin. Win, les histoires de Win et son père, elle est témoin. Je trouve qu'elle est témoin de cette saison. Elle est toujours le personnage principal, mais elle est plus... elle n'évolue plus. C'est un gros problème quand même, quand ton personnage principal n'évolue plus. Arrow, en 8 saisons, il a continué d'évoluer. Peu à peu. Il y a eu une grosse évolution. Flash, même si je déteste sa saison 5, il n'empêche qu'il évolue dans sa saison 5 en tant que père. Kara n'évolue plus. Ça fait 2 saisons que je ne la vois pas évoluer. C'est un problème. Quand ton personnage principal n'évolue plus. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo Supergirl qui a été ultra longue. Je sais pas comment je vais gérer le montage, hein. Clairement, je sais pas. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je pense que je me suis fait des ennemis pendant cette vidéo. Mais désolé. C'est ce que je pense et j'en ai ras le bol. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu ou bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur les impacts du coronavirus sur ma chaîne. Ciao. Oh, cette fin.